Merci de nous rejoindre sur CamNews 24 pour cet autre tour de l'actualité mondiale. À tous et à toutes, bienvenue sur International. Les commentaires, les analyses et les décryptages de toute cette actualité vont se faire avec la contribution de notre journaliste consultant, spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan. Bienvenue. Merci Donald de me recevoir. Les forces maliennes ont récemment mis fin à une prise d'otage dans un hôtel de Sévaré au Mali. L'attaque attribuée aux djihadistes a fait au moins 12 morts, dont 5 contractuels de la MINUSMA. On regarde l'élément et on revient. Les impacts de balles sont impressionnants. Des trous de la taille d'un obus parfois. Les militaires maliens ont aussi tiré à l'arme lourde. Ces images sont les premières après l'assaut qui a mis fin à 24 heures de prise d'otages. Elles témoignent de la violence des échanges de tirs. Un des ravisseurs aurait même déclenché sa ceinture d'explosifs sans faire de victimes. 3 Sud-Africains, un Russe, un Ukrainien et un Français étaient retenus depuis 7 heures la veille dans cet établissement. Certains d'entre eux auraient péri durant l'assaut. Lorsqu'il y a un trou dans le mur, l'ennemi profite toujours pour passer à travers. Si vous voyez que tout cela nous arrive aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Si le Mali s'en sort aujourd'hui, cela nous profitera à tous. Alors rassemblons nos forces pour soutenir l'État dans sa lutte en cours contre les djihadistes afin de résoudre ce problème. 7 suspects ont été arrêtés, transférés à Bamako. Les blessés, quant à eux, ont été rapatriés dans les hôpitaux de la capitale. Cette nouvelle attaque terroriste qui n'a pas été revendiquée plonge à nouveau le pays dans l'angoisse. Depuis l'accord de paix signé en juillet dernier, pour régler définitivement la situation au nord du Mali, les attaques terroristes se sont multipliées aux 4 coins du pays. Il faut tout d'abord signaler que c'est un reportage qui est intervenu juste après ces attaques et puis vous avez vu les impacts. Alors qu'est-ce qui peut expliquer la recrudescence des violences au Mali alors qu'on est dans un contexte de mise en application des accords d'Alger signés entre l'État malien et certains groupes du nord du pays? Justement, comme vous l'avez précisé dans votre propos, il s'agit d'un accord qui a été signé entre l'État malien et certains groupes djihadistes, pas tous les groupes dont. Et vous savez très bien qu'avant même la signature de cet accord entre le pouvoir malien et les groupes djihadistes, il y avait des dissensions au sein des groupes. D'ailleurs, pour ce qui est de l'attentat, 2 groupes distincts ont revendiqué notamment cette tuerie dans l'hôtel. Ça montre bien évidemment qu'il y en a qui ne se retrouvent pas, ne sont pas bénéficiaires des dispositions qui ont été prises, notamment dans l'accord qui a été signé entre le pouvoir malien et les groupes djihadistes. C'est ce qui peut donc expliquer cette situation, cette récurrence de ceux-là, ceux des djihadistes qui se sentent peut-être lésés et qui veulent, à travers ces actes, montrer que le Mali n'est pas prêt de retrouver le chemin de la droiture et par cela a interpellé le pouvoir malien à peut-être revenir leur tendre la main. La prise d'otage a été revendiquée depuis quelques jours par un cadre djihadiste malien proche de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. C'est encore là une manifestation de l'extrémisme confessionnel. Bien évidemment, vous savez que pour un conflit comme celui que vit le Mali, il s'agit d'un conflit qui a une forte coloration ou connotation religieuse, bien évidemment. Il s'agit parfois des Berbères, il s'agit, je ne vais pas dire des musulmans, bien évidemment, il s'agit de cela. Le Mali est un pays à forte propension musulmane, effectivement, et dont on peut comprendre la trop forte dose d'impulsion des musulmans dans ce qui se fait, notamment, même s'il faut relever que être musulman ne veut pas automatiquement dire qu'on a une calamité avec l'extrémisme. Alors, quelles sont au bout du compte les visées de ces groupes djihadistes? Ces groupes djihadistes, vous savez, veulent d'abord une autonomie, veulent relativiser l'indépendance sur le territoire malien, veulent un ensemble de choses, veulent revendiquer une gestion patrimoniale d'une partie de l'État, veulent que l'État soit divisé et bien évidemment avoir la main mise pour la gestion de ce territoire-là en matière de rente pétrolière, en matière de prélèvement des impôts, donc constituer, comme qui dirait, une sorte d'État dans un État, une sorte de califat finalement, ce qui n'est pas appréciable, ce qui n'est pas du goût du pouvoir en place, qui veut un Mali uni, indépendant, mais uni dans sa diversité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit ethnique ou alors politique. Certains s'accordent à dire que ces actes visent justement à faire peur à l'armée, à faire peur aux populations pour que l'État islamique s'installe définitivement au Mali. Est-ce que vous partagez cet avis?
C'est possible quand on regarde très bien l'avancée significative, je ne dirais pas, de ce mouvement, le mouvement islamiste, avec les tentacules de l'État islamique, avec par exemple Boko Haram qui s'allie aussi à l'État islamique. Ça veut dire que c'est une religion qui a pignon sur rue, qui aujourd'hui a beaucoup d'allants, qui gagne en intensité. Et on peut donc estimer que le Mali, qui a une grande population musulmane, peut être la cible de ces gourous, de ces sectaires qui veulent implémenter justement, et ce de manière durable, sur le territoire malien, ces mouvements-là qui véritablement n'ont pas droit de citer. C'est une situation qui dure, elle est d'ailleurs récurrente du côté du Mali. Ça nous permet tout de suite de nous rendre du côté du Niger pour parler d'autre chose. À presque 6 mois de l'élection présidentielle, l'opposition nigérienne a rejeté le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante, en abrégé CENI. Quelles sont les raisons qui amènent l'opposition à rejeter en bloc le chronogramme des futures élections présidentielles, législatives et locales prévues en 2016? Je pense que la raison fondamentale, c'est le fait que l'opposition n'a pas confiance, notamment en les hommes qui sont mis au devant de la scène, notamment ceux qui constituent par exemple la CENI. À partir de ce moment, ça devient compliqué et bien évidemment le Conseil constitutionnel également, dont les hommes qui font partie de cette institution, de ces institutions, n'ont pas les faveurs des groupes de l'opposition qui estiment qu'ils sont, ces hommes-là, inféodés au pouvoir en place et donc automatiquement au président en exercice. C'est ce qui peut donc expliquer leur remontrance, leur refus notamment de cautionner l'élection présidentielle. Une deuxième chose, c'est que l'opposition ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut essayer la même situation en Guinée. En Guinée, comment est-ce qu'on veut à tout prix organiser une élection présidentielle avant les élections locales? L'opposition estime qu'il serait loisible et judicieux d'organiser d'abord les élections locales avant d'arriver à l'élection présidentielle. Et donc, arriver à la présidentielle avant les élections locales veut dire quoi? Veut dire qu'on garde dans l'État ceux qui sont là et ceux qui sont là automatiquement font allégeance au pouvoir en place et vont donc garantir une victoire automatique au président en place. Et à partir de ce moment donné, si le président qui est là est réélu avec les gens qui sont là, qui constituent la CENI et puis les différentes commissions, il sera beaucoup plus aisé pour le président lors des élections législatives de remporter la manche très facilement. L'opposition émet également des doutes sur le recensement électoral, en même temps qu'elle récuse la Cour constitutionnelle, voilà qui remet complètement en question toute l'ossature institutionnelle du Niger. Bien évidemment, quand on parle de recensement, on parle de valeur, on parle de chiffres, et vous savez très bien que le recensement est intéressant et même indispensable pour ce qui est de l'élection, qu'elle soit présidentielle ou législative ou même municipale. Et donc à partir du moment où l'opposition n'est pas d'avis avec le recensement, où l'opposition n'est pas d'avis avec ce qui se fait en matière de recensement, il devient difficile donc pour l'opposition de cautionner, d'accepter aller dans une bataille à travers laquelle justement l'opposition n'est déjà pas suffisamment armée. Ça fait un double enjeu. Premièrement, même si on allait à l'élection présidentielle avec une CENI bien constituée, avec un conseil constitutionnel qui soit issu d'un consensus, il n'est pas indiqué que l'opposition aurait des faveurs. Mais à partir du moment où, même à ce niveau, l'opposition n'a pas tout cela, ça devient une double épine dans l'épine de l'opposition qui estime que véritablement elle n'a pas les chances, elle n'a pas les faveurs dans ces conditions-là d'aller aux élections. Et pourtant, le président Mahamadou Issoufou a donné les assurances quant à la tenue d'une élection libre et transparente. Évidemment, Mahamadou Issoufou ne peut pas dire autrement, il ne peut que dire cela, il ne peut que chanter cela sur tous les toits. C'est évident, c'est notoire. Aucun président ne vous dira que je vais tripatouiller les élections. Il vous dira, je me porte garant pour une élection crédible et transparente. Donc, et vous avez bien écouté, les déclarations du président Issoufou n'ont pas effleurer l'opposition qui continue de manifester, d'exiger que l'on ne puisse pas aller à l'élection présidentielle avec une CENI pareille, avec ce conseil constitutionnel. Contrairement aux autres pays, par exemple Burundi, par exemple le Congo-Brazzaville, on ne se pose pas le problème de la Constitution, de la révision de la Constitution, et puis les Maliens, ils refusent carrément l'organisation d'une élection. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Oui, je pense que les Nigériens, je vous comprends, la Oui, les question Nigériens. de la révision de la Constitution ne se pose pas évidemment parce que Tanja, je pense que la loi lui permet de briguer un nouveau mandat. C'est la raison pour laquelle, croyez-moi, s'il y avait une possibilité, l'opposition aurait commencé par là. Donc, à partir du moment où la question de la révision de la Constitution ne se pose pas au Niger, eh bien, il faut qu'on trouve d'autres préoccupations. Maintenant, est-ce que ces préoccupations sont pertinentes? Oui, du point de vue des explications qui sont fournies. À partir de ce moment, on ne peut pas automatiquement faire le lien avec le Congo où on estime que Denis Sassou Nguesso transforme le pays en ce qu'on voit autour de l'Afrique, une sorte de présidence impériale. Alors, l'opposition n'est-elle pas allée trop loin en demandant à la population de descendre dans la rue? L'opposition est dans son droit et surtout dans son rôle. Elle veut obtenir gain de cause. Il faut donc user des moyens nécessaires pour amener le parti au pouvoir, le parti d'en face, à plier les chines. Maintenant, est-ce que la mobilisation de la population pour faire bloc afin d'amener le pouvoir en place à fléchir est un argument intéressant? On verra si la population va écouter notamment l'avis ou alors les injonctions ou les directives de l'opposition. Encore, il faut bien que l'opposition puisse expliquer très clairement aux populations les enjeux d'une telle élection si on n'a pas refait une CENI indépendante, un conseil constitutionnel indépendant également. Alors, cet appel de l'opposition voudrait-il démontrer que le Niger est sous le joug d'un régime dictatorial entretenu par le président Mahamadou Issoufou? Non, je pense qu'il ne faut pas aussi prendre les arguments de l'opposition pour du pain béni. Effectivement, on peut parler de surenchère, mais encore quand on regarde au fond, il y a de la pertinence dans ce qui est formulé par l'opposition aujourd'hui. Maintenant, quitte à dire que Mahamadou Issoufou est un dictateur, on pourrait le dire pour beaucoup de présidents africains, on pourrait le dire. Qu'est-ce qu'un dictateur finalement? Est-ce celui-là qui est perdu, qui persiste au pouvoir? Est-ce celui-là qui utilise les armes pour se maintenir? Est-ce celui qui tripaille toutes les élections? Je pense que si on veut redéfinir, recalibrer, recontextualiser l'expression dictateur, on verra que peut-être que tous les présidents africains en sont des dictateurs. Alors, à presque 6 mois des élections, les débats politiques houleux entre majorité et opposition ne font que commencer au Niger. Nous aurons tout le temps sur Canus 24 de suivre de bout en bout toute cette actualité électorale au Niger. Aux Amériques, cette fois, Haïti a organisé sa première élection depuis 2011. Le premier tour des législatives a été entaché d'incidents violents. Beaucoup de bureaux de vote ont fermé leurs portes avant l'heure officielle. Le reportage et on vient pour les commentaires. De violents incidents ont émaillé hier le premier scrutin en Haïti depuis plus de 4 ans. Des législatives chaotiques auxquelles plus de 1800 candidats se sont présentés pour 139 sièges de députés. Officiellement, chacun des candidats a le droit à un représentant dans les bureaux de vote. Mais dans les faits, et en raison de la taille parfois exiguë des centres électoraux, impossible d'appliquer cette règle, ce qui a provoqué la colère de certains militants. Le controversé président Michel Martelly était lui aussi sceptique. J'espère que les législatives sont mieux organisées que la présidentielle, a-t-il dit. Bureaux de vote incendiés ou saccagés, 26 centres ont dû fermer leurs portes prématurément en raison des violences. Et si les militants se pressent aux urnes, les électeurs de ce pays le plus pauvre du continent américain ne croient plus en leur classe politique. Alors, comment expliquer la survenance de tels événements autour d'une élection qui s'est quand même préparée pendant 3 ans? Justement, c'est parce que l'élection s'est préparée pendant 3 ans qu'il y a toute cette appréhension autour de l'élection. Car les élections législatives auraient dû avoir lieu il y a cela 3 ans. Donc on a attendu en estimant que le pays n'était pas prêt. Le pays a quand même connu une situation confuse avec des catastrophes naturelles, avec tout ce qu'il y a eu autour. Donc on a estimé que le pays a suffisamment mûri pour être aujourd'hui capable de présenter des élections législatives crédibles et surtout transparentes. Or, il se trouve que non, sur le plan de la logistique, sur le plan des ressources humaines, le pays, c'est vrai que l'élection s'est tenue, mais d'après les observations qui sont faites ici et là, ce n'est pas ce qu'on attendait après 3 ans de préparation.
Le président de la République d'Haïti le dit déjà. Il dit que l'élection présidentielle, l'élection législative est mieux organisée que l'élection présidentielle. Alors, est-ce que cela ne pose pas un problème? Parce que un président qui dit que l'élection législative est mieux organisée que l'élection présidentielle, cela voudrait-il dire que, quelque part, il est sûr, peut-être, en se représentant, il peut encore briguer un mandat? Je pense qu'il est confiant. Il est confiant que s'il se représente, il va briguer un nouveau mandat. Mais vous savez, quand vous êtes au pouvoir, même si vous n'y croyez pas, quand vous êtes devant les caméras, vous devez faire comprendre aux gens que vous maîtrisez votre pays et que vous êtes sûr que ce que vous faites est apprécié par les populations qui sont prêtes à vous accorder une nouvelle fois leur suffrage. Ce qui est intéressant ici, c'est justement que ce pays est un pays vraiment qui souffre, un pays pauvre. L'Haïti, c'est quand même 11 millions d'habitants sur 27 000 km² de superficie. Et ce pays, justement, est un pays qui copie et qui bénéficie simplement de l'apport de la diaspora établie à Miami, à Washington, à New York, en République dominicaine et même en France. Donc, c'est justement cette diaspora qui est vraiment dynamique, qui aide le pays à se relever avec l'aide notamment des ONG qui travaillent à soutenir le pays. Donc Haïti, sur le plan interne, vit d'une économie qui est informelle. Donc c'est un pays qui souffre véritablement. Et d'ailleurs, je pense qu'on verra avec les jours à venir, il s'agissait là uniquement du premier tour de l'élection législative. En octobre, on aura le second tour. J'espère qu'on aura tiré suffisamment de leçons parce qu'il fallait élire 139 parlementaires, qu'on on aura tiré suffisamment de leçons pour que le deuxième tour soit davantage plus structuré, que les gens n'aient pas à aller élire dans une où le secret du vote n'est pas obéi. Pourquoi? Parce que l'endroit est exigu, il n'y a pas suffisamment d'espace. Vous avez une petite table qui vous sert d'isoloir et en même temps de table. Donc il est difficile dans ces conditions que tout le monde puisse voter et surtout dans de meilleures conditions. Alors, cette situation vient-elle confirmer la controverse autour du président Martelly que d'aucuns jugent d'incompétent? Oh, je pense que même avant cela, beaucoup estimaient que le président est davantage une star, un chanteur qu'un homme d'État. Vous savez, on apprécie difficilement cette reconversion de chanteur à président de la République. On peut faire le lien avec Georges Weah qui a aussi voulu partir du football à la présidence au Libéria et vous avez vu comment il a été freiné très rapidement à la fin. Donc, non, je pense que la question se pose pourquoi? Parce que le pays sort d'une situation de crise et on ne peut pas imputer cette crise-là au président. Donc c'est une situation qui peut lui conférer une certaine faveur. On peut fermer les yeux en disant qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, de séisme, mais je pense que Jean-Philippe Martelly a encore beaucoup à faire, à travailler pour bénéficier suffisamment de l'aval, de l'assentiment, du soutien de son peuple s'il veut briguer un nouveau mandat et déjà remporter la bataille parlementaire qui se joue dans le premier round cette nuit-là, notamment pour ce qui est du second round en octobre prochain. Un peu plus loin d'Haïti, au Proche-Orient, le gouvernement irakien de Haïdar el-Abadi a récemment approuvé les réformes majeures prévoyant la suppression des postes importants et des privilèges. Cela fait suite à des manifestations dénonçant la corruption, le délabrement des services publics. Regardons cet élément et on revient pour la suite. Bientôt peut-être de grandes réformes politiques en Irak. C'est en tout cas la promesse de l'actuel Premier ministre Haïdar el-Abadi. Au programme, la fin des quotas par confession pour les hauts responsables, moins de garde du corps pour les hommes politiques, plus de transparence dans les nominations et la suppression des postes de vice-président et de vice-premier ministre. Parmi eux, il y a actuellement l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki. Ces changements nécessitent l'approbation du Parlement, écartant toute application rapide. Ces annonces interviennent après plusieurs jours de manifestations à Bagdad et dans plusieurs villes contre la corruption et pour de meilleurs services publics. La foule accuse la classe politique de négligence dans la gestion de la vie quotidienne. En ce moment, de nombreuses pannes de courant privent les Irakiens d'électricité alors que les températures... Peut-on dire que le gouvernement s'est senti fragilisé face à ces manifestations qui dénonçaient justement la corruption et l'incompétence de la classe politique?
Oui, je pense que le gouvernement s'est senti véritablement menacé, d'où la réaction du gouvernement à travers ces réformes entreprises, notamment, vous le savez, la suppression de 3 postes de vice-président, vice-premier ministre également. Donc c'est intéressant, c'est pour répondre justement aux manifestations des populations qui ont exprimé bruyamment leur courroux. Oui. Quelles pourraient être les conséquences politiques de ces réformes? Je pense que sur le plan politique, la première conséquence serait notamment à indiquer au niveau de l'ancien patron du pays, Nouri Al-Maliki, qui est aujourd'hui vice-président, après avoir été évincé. Alors si aujourd'hui les vice-présidents et qu'on supprime les postes des vice-présidents, ça veut dire que c'est la suppression des avantages. À partir de ce moment donné, on va également lever son immunité parce qu'il ne sera plus vice-président et donc vous savez qu'il a dirigé quand même l'Irak durant 8 ans, un pouvoir qui n'a pas toujours été apprécié, où c'est à ce moment qu'on a parlé de corruption, de détournement, de ci et ça. Et donc si justement, les postes de vice-président sont supprimés et les avantages qui vont avec. On va donc lever l'immunité parlementaire, puisque l'immunité ne va plus exister. Et donc, il deviendra citoyen comme tout le monde. Et donc, on va ouvrir une enquête judiciaire sur lui pour voir comment est-ce qu'il a gouverné durant 8 ans. Et ça va véritablement être compliqué pour lui. Alors, la fin des quotas confessionnels pour les postes de responsabilité au sein de l'administration souhaiterait mettre quoi en évidence? Qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence? La compétence, le mérite? C'est clair, hein, parce que vous savez, l'Irak est un pays aujourd'hui qui opère de manière différente, où la religion a une forte valeur, a une forte influence sur le politique, ou alors sur la politique. Il est question justement de revenir aux valeurs normales, si on veut, aux valeurs, le mérite, la compétence et surtout l'expérience. C'est-à-dire que vous voyez, le président, il est kurde, le premier ministre est chiite, donc c'est un peu comme une façon de partage de gâteau, hein, ce qu'on appelle dans un pays que vous connaissez très bien, l'équilibre régional. Hein, franchement. Donc ici, on veut battre en brèche, battre en touche tout cela et puis rétablir la compétence, l'expérience, la qualification des uns et des autres, que l'on ne recrute pas une personne sur la base de ce qu'il est kurde, chiite, sunnite ou si, mais qu'on le recrute sur la base de ce qu'il est irakien et donc compétent à travers l'expérience, à son background, notamment pour diriger le pays et non pas ses considérations de seconde zone. Cette édition d'International nous a permis de faire un tour au Mali et puis au Niger et à Haïti. Et tout de suite, nous étions en Irak pour parler de la situation avec les réformes qui ont été entreprises de ce côté-là. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir d'être avec vous pour cette autre édition d'International. Justin Kougan, il ne nous reste qu'à vous remercier. Le plaisir est partagé, Donald, et merci également infiniment. Nous serons là pour une autre édition d'International. Entre-temps, regardez la télé.